Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours de philosophie générale consacré à la notion de langage. La fois précédente, nous avions examiné le cratyle de Platon et opéré une distinction entre un langage dit primitif et un langage conventionnel et élaboré. On a vu notamment que seul un langage conventionnel reposant sur un système de signes qui ne reposait pas sur les propriétés des phénomènes que les sons que nous émettons semblent imiter était le seul langage adéquat permettant de développer une pensée qui aille au-delà de la simple communication portant sur un petit nombre de phénomènes et sur des besoins rudimentaires. La question que cela soulève étant, le langage repose-t-il sur un processus d'abstraction qui consiste à développer des sons permettant de mettre à distance la réalité que nous prenons pour objet, et cette mise à distance est-elle nécessaire pour penser précisément? Un grand philosophe du XVIIe siècle, que j'ai peu eu l'occasion d'étudier avec vous sur cette chaîne pour l'instant, a développé une grande théorie là-dessus et a posé des bases solides en matière de pensée linguistique. Il s'agit de Hobbes. Hobbes qui reste bien souvent réduit à sa pensée politique et c'est dommage. Je vais m'appuyer ici essentiellement sur le livre 1 du Léviathan et sur d'autres ouvrages. Je vous donnerai les références au fur et à mesure. Tout d'abord, un petit rappel concernant la pensée de Hobbes et la structure du Léviathan. Hobbes est un penseur matérialiste, d'après lequel tout est constitué de corps, tout se rapporte à de la matière composée de corps et d'agrégats de corps. Nous-mêmes, nous sommes des corps et, ensemble, par le biais des artifices que sont le pacte social et la présence de l'État, nous faisons corps en formant un corps politique composé d'une multitude d'individus. Je ne vais pas revenir sur cette célèbre théorie dans le détail, j'y ai déjà consacré une vidéo très complète, j'approfondirai sa théorie politique une autre fois par ailleurs. Je le rappelle, car si le livre 2 est consacré à la description de l'État et à son pouvoir politique, le livre 1 qui demeure moins connu et important pour comprendre le rôle du livre 2. En fait, il va s'agir pour Hobbes, dans le livre 1, de décrire l'homme, l'homme étant l'objet du premier livre. Hobbes part de l'homme avec un grand H car il tient à l'examiner tel un anthropologue pour déterminer à partir de sa nature même la nécessité pour lui de vivre dans une société civile. L'idée essentielle de Hobbes, dans ce premier livre, étant que nous sommes des corps mus par une relation causale à partir de l'effet qu'un autre corps exerce sur nous. C'est pourquoi le pacte social sera nécessaire pour poser un cadre à ces mouvements et les rendre moins conflictuels, plus pacifiques. Par exemple, un crétin m'insulte, cela pourrait avoir pour effet le mouvement de ma main dans sa figure, mais grâce à la loi, ce mouvement sera interrompu ou réfréné. Bref, c'est pas l'essentiel ici, mais je vous en parle quand même, car le but de ma vidéo, ça va être aussi de vous montrer comment Hobbes anticipe brillamment des réflexions linguistiques, notamment concernant l'effet de la parole, que certains vont penser réellement original par la suite, mais je vais y revenir. Au livre 1 du Léviathan, donc, Hobbes procède à une analyse anthropologique de l'homme et il s'intéresse donc à un attribut spécifiquement humain, la parole. Parole qu'il va analyser dans sa constitution et son rôle qu'il estime être fondamental. Évidemment, Hobbes pense que la parole joue un rôle primordial afin de permettre la communication et l'organisation des individus au sein même de la société civile. Mais ce n'est pas le seul. Pour Hobbes, s'il n'y avait pas langage, il n'y aurait ni organisation collective possible, puisque nous avons besoin de communiquer pour nous mettre d'accord sur des idées et des principes qui vont servir de base à notre vie en société, ni science, car toute vérité réside dans le discours et repose sur la validité que l'on pense, exprime et examine à partir du langage, ni même de pensée propre à l'homme. Pour Hobbes, l'homme ne peut développer sa pensée que par le langage, car la parole humaine est semblable à ce qu'il nomme un discours mental. Il emploie également l'expression de calcul lorsque nous formulons des propositions dans notre esprit.
Que signifient ces expressions? En réalité, c'est très simple, mais il faut y aller petit à petit, sinon on comprend pas trop ce qu'il veut dire. Prenons l'exemple du mot chien. Lorsque je dis le mot chien, je ne nomme pas un chien particulier. En réalité, je regroupe en un seul mot tous les chiens possibles et existants. Le langage procède par abstraction, puis universalisation de cette abstraction pour Hobbes. Dans un premier temps, on constate que différents êtres, les chiens, les chevaux ou les arbres, peu importe, possèdent des propriétés communes. Ensuite, on crée un mot qui va servir d'artifice pour désigner ces êtres et, ce faisant, ce terme va exclure automatiquement tout être concret ou singulier. En fait, et ça c'est fondamental et très important, il faut bien se le rentrer dans la tête une fois pour toutes, la parole est par essence discriminante ou inclusive selon la manière dont on voit les choses. Si je veux parler de mon chien qui n'existe pas par ailleurs, c'est juste pour l'exemple, je vais dire voici mon chien, car c'est le mot chien qui sert d'artifice pour désigner tous les chiens. Quand j'utilise un mot pour le désigner, je pratique un discours mental qui va consister pour Hobbes à additionner toutes les qualités communes de ce chien et à soustraire toutes les propriétés singulières qui font de mon chien, appelons-le Médor, un chien à part qui appartient à la race des Chihuahuas ou des Dalmatiens comme vous préférez. L'abstraction qui a lieu dans le langage, elle a lieu par une mise en commun des propriétés observées au sein des différents êtres, puis par une soustraction de leur spécificité. Vous voyez, on additionne puis on soustrait. Quand je dis chien, le mot que j'emploie, s'applique à toutes les races de chiens, par exemple. De la même façon que quand je dis chihuahua, le mot chihuahua va être valable pour tous les chihuahuas, indépendamment du fait que le mien ait une malformation particulière à la patte ou une grosse tache blanche sur la fesse. Pour le dire autrement, un mot a immédiatement une fonction discriminante car il exclut nécessairement les particularités de chaque être qu'il désigne. Et c'est à cette condition-là que l'on peut développer une pensée. Ça vaut aussi quand on utilise le mot homme avec un grand H, un H majuscule, on ne désigne ni aucun homme ni aucune femme en particulier, mais l'humanité prise dans son ensemble. Ne pas comprendre ça, c'est être passablement stupide de mon point de vue, mais bon, passons. Pourquoi c'est à cette condition que l'on peut développer une pensée? Parce que s'il fallait inventer un nouveau mot pour chaque être singulier, en fonction de ses caractéristiques particulières, autrement dit pour chaque être, car il y a toujours moyen de percevoir des subtilités d'un être à l'autre, à cause de la grande richesse du réel qui semble inépuisable, pas seulement une tache sur la fesse ou une tache de naissance, on ne pourrait plus penser et on ne se comprendrait plus. Le langage ne viserait plus le commun et l'abstraction universelle qui consiste à séparer une réalité concrète de ses déterminations particulières, abstraction renvoyant à la séparation dans son étymologie par ailleurs. Or, refuser le commun qui constitue la particularité d'une langue, puisque son système de signes est fait pour être partagé et compris par un autre que soi, c'est refuser de tenir un discours compréhensible qui, pour être compréhensible, doit exclure des particularités et inclure en fonction des points communs. La langue exclut aussi bien qu'elle inclut, et c'est grâce à ça qu'une pensée est possible. Mais au-delà de ça, l'argument que donne Hobbes pour développer le fait que la parole soit une structure nécessaire à la pensée, dans l'élaboration de signes dont le caractère abstrait est forcément inclusif dans son essence, c'est sa fonction originelle d'aide-mémoire. Pour Hobbes, la parole est nécessaire avant toute chose, car nous ne pouvons pas raisonner sans abstraction ni mémoire. C'est notre langage qui nous permet d'inclure et de rassembler des éléments concrets du réel sous un même terme abstrait et donc de les retenir à l'esprit. Pour le dire autrement, encore heureux qu'on a le langage pour nier les différences singulières que l'on retrouve d'un individu ou d'une chose à l'autre, sinon on n'aurait aucune mémoire, car on serait obligé d'inventer en permanence un nouveau terme pour chaque élément qui constitue notre expérience, et on ne retiendrait rien car notre esprit ne trouverait aucun signe sur lequel se concentrer et se fixer. Pour Hobbes, la condition de possibilité même du discours,
repose donc sur l'abstraction, sur la nécessité de nier les particularités que l'on retrouve dans le réel, entre différentes choses. Le langage est un instrument qui repose sur des conventions qui vont servir de marque et de signe distinctif à nos idées, mais c'est le plus précieux de nos instruments car c'est dans et par lui que s'exprime la pensée. D'où la définition que donne Hobbes dans son Traité de l'homme, livre 10, chapitre 1, je cite: la parole ou langage est l'enchaînement des mots institués par la volonté des hommes pour signifier la série des conceptions de ces choses que nous pensons. Fin de citation. On constate donc que le langage semble indissociable d'une volonté conventionnelle à partir de laquelle nous retenons tel ou tel terme comme ayant telle ou telle signification. Ce qui rend la théorie de Hobbes particulièrement puissante et visionnaire, c'est qu'il fait immédiatement le lien entre ses considérations linguistiques et l'impact de la parole à l'échelle de la société. En effet, le langage, de ce point de vue-là, n'est pas qu'un instrument dans la mesure où il est parole chez l'homme et excède nécessairement tôt ou tard sa fonction originelle d'aide-mémoire. À l'échelle de la vie politique, le langage est, comme je l'ai dit précédemment, ce qui permet d'éviter le recours systématique à la violence et le fait de se mettre d'accord sur des principes, des idées et des lois. Hobbes dit à ce propos au livre 4 du Léviathan: sans le langage, en effet, il n'y aurait eu parmi les hommes ni république, ni société, ni pacte, ni paix, pas plus que parmi les lions, les ours et les loups. Fin de citation. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette idée, c'est que Hobbes s'inspire de l'épisode biblique de la tour de Babel pour montrer que le langage est primordial en ce qui concerne la cohésion sociale et la force d'un peuple. En effet, d'après la Bible, les Babyloniens auraient construit une tour immense comme pour aller directement au paradis et pour défier Dieu. Dieu, qui était un peu grognon, n'a pas trop apprécié ce projet, bizarrement. La démesure et l'arrogance, ça va bien 5 minutes. Et il a donc fait en sorte que tous les Babyloniens se mettent à parler des langues différentes. Dieu aurait pu écraser les Babyloniens d'un claquement de doigts, parce que c'est Dieu quand même, hein, c'est lui le patron, mais il a préféré faire en sorte qu'ils ne puissent plus se comprendre, car de cette façon, les différents citoyens qui parlaient telle ou telle langue se sont retrouvés contraints de se fréquenter uniquement entre eux, puisqu'ils se comprenaient seulement en fonction de la langue qu'ils avaient, et donc d'aller former leur propre peuple ailleurs, puisqu'il n'y avait plus une seule langue parlée qui permettait cette cohésion sociale antérieure. Donc pour Hobbes, le choix des mots et des signes qui constituent une langue repose sur une invention, mais une invention salutaire propre à chaque culture qui date de cette période-là. Il l'explique dans son Traité de l'homme au livre 10, chapitre 2, lorsqu'il dit: car depuis ces temps, les origines des langues sont diverses, et des hommes singuliers les ont introduites dans des nations entières. Des nations singulières. Et entières, évidemment. Bon, fin de citation. Toutefois, on ne peut pas pour autant circonscrire le langage à une fonction instrumentale à cause de son ambivalence qui peut tout aussi bien desservir l'homme que le servir. Bien avant, un certain Austin, qui dans son ouvrage Quand dire c'est faire distinguera la fonction descriptive et performative du langage, Hobbes distinguait déjà le langage, on peut dire, en tant que discours mental et verbal servant à décrire, et le discours en tant qu'il possède un impact réel sur ce qui nous est extérieur. Pour Hobbes, cette ambivalence de la parole permettant aussi bien la conclusion des pactes et permettant la paix, aussi bien que l'injure, les conflits sociaux et la guerre, vient du fait que la raison, justement humaine, rende l'homme réceptif à des notions abstraites telles que l'honneur ou l'injustice. Par exemple, hein, la gazelle qui se fait légèrement croquer le derrière par le lion, bah, elle va pas chercher à se venger du lion. Dans la vie humaine, ça se passe un peu différemment. À la section 2 du citoyen, Hobbes décrit notamment par un rapport de comparaison avec les animaux qui vivent en paix, le caractère tumultueux et conflictuel des hommes qui peinent à s'entendre à cause de leur capacité à discourir sur des désirs se rapportant à des notions humaines
entraînant du conflit. Par exemple, je vois que mon voisin m'a piqué un bout de terrain, je suis réceptif à la notion d'honneur car je me sens humilié, et d'injustice car j'estime que ce n'est pas juste, je vais donc utiliser le discours pour l'insulter. La parole peut donc, si elle est haineuse, être un obstacle à la cohésion sociale. Elle possède une dimension fédératrice, mais également conflictuelle. C'est pour cela que le souverain, dans la perspective souverainiste de Hobbes, doit encadrer la liberté d'expression et censurer ce qu'il estime être nuisible à l'unité sociale et politique présente dans l'État. Notamment le fait de s'en prendre directement à l'autorité souveraine, en insultant le souverain ou en cherchant à le décrédibiliser publiquement. On reviendra plus en profondeur sur la dimension performative de la parole comme discours ayant un effet direct sur la réalité. En attendant, il convient de se demander, à partir de tout ceci, dans quelle mesure la pensée semble indistincte du langage. En effet, bien que nous ayons besoin des mots pour communiquer, nous organiser entre nous et nous exprimer, est-il exact de dire qu'il n'y a pas de pensée sans langage, dans la mesure où, comme nous venons de le voir, le choix des mots est un acte volontaire servant à nommer les idées. Or, si on nomme les idées à partir des noms, et si les mots sont les noms que l'on donne aux idées par convention culturelle, peut-on dire qu'il existe une pensée antérieure au langage, justement? Comment soutenir que la pensée se structure par le langage si les mots résultent d'un choix ultérieur à celle-ci, venant illustrer la pensée et la rendre intelligible? C'est ce que l'on étudiera la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée ou de journée, et j'espère que cette vidéo vous aura plu ou vous aura été utile. À très bientôt!